discuter. Ben, je vais te lire une lettre, un extrait de lettre qu'elle m'écrivait le 5 mai 98. Cher Jean Désir, j'ai bien aimé vous entendre lire des poèmes sans faire le pitre. Vos poèmes sont ainsi d'authentiques poèmes. Et puis l'île, je vivais à l'île d'Orléans à ce moment-là. Les oies blanches y sont toujours. Il y a un petit campement tout près d'ici sur la grève Gilmore. Ça tourne sans cesse dans les alentours, ça va et ça vient, ça brille, ça gueule, éblouissement. Éblouissement plus blanc, plus vaste encore la semaine dernière dans les parages de Rivière-du-Loup. Des champs immenses, pleinement habités, multiples beautés de tous ces ventres ronds, plus ronds encore à force d'être blancs, incalculable et inépuisable beauté bougeante, des êtres nombreux, des êtres fraternels, et j'ai rêvé que j'en avais une dans ma maison, une mère loi très douce, pouvant être prise dans les bras, vivant naturellement ici avec mes 2 chiens. Éblouissement partout, de tout, dans tout le bas du fleuve et la Gaspésie, le paysage en avril sous un soleil de presque été, les hauts monts enneigés, les rocs dégoulinants, les tussilages au pied des restants de glace bleue, les lacs encore gelés, et la mer surtout telle que je la cherchais, la rêvais infiniment, telle j'ai tant craint de ne jamais la revoir, la mer, parce qu'elle était malade à ce moment-là, hein. La mer se roulant, s'écrasant dans la brouille, le fracas, s'écrasant, recommençant encore, et je me voudrais ainsi intarissable, et je nous voudrais tous aussi grands, aussi variables, aussi durables, aussi furieux. Bon Nord, une fois de plus, Geneviève Amiot. C'est hallucinant, hein? Ah oui, c'est belle. Ben, c'est vraiment comme un cadeau quand je recevais ces lettres-là. Puis ça a duré 10 ans. 1000 pages. Ben, 1000 pages ensemble, là. En fait, c'est 500 pages ou un peu moins de sa part, là. Puis moi, je répondais candidement, là. En fait, la correspondance a commencé en 90. Puis je me demande comment... Ah oui, je sais comment ça a commencé. Moi, j'étais étudiant en littérature, puis avec des amis, dont Christiane Lahaye, qui est prof à Sherbrooke en littérature. Il y avait Jacques Ouellette, qui est un poète de Saint-Raymond. C'est mon propriétaire. C'est ton propriétaire? Sérieux? Ben, j'avais décidé qu'à tous les 2 mois, on invitait un écrivain ou une écrivaine dans un restaurant. On était 7-8. Il y avait Marie Laberge, la peintre, avec nous. Puis il y avait Georges Desmeules aussi, un prof du cégep, qui est le chum de Christiane Lahaye. Puis on invitait un écrivain ou une écrivaine, puis on lisait 3, 4, 5 de ses livres. Puis là, on l'invitait à souper. C'est qu'on se partageait les coûts pour le souper. Là. C'est qu'on avait la chance d'avoir les écrivains pour 3, 4, 5 heures. C'est que j'avais invité Suzanne Jacob, puis Geneviève Amiot. Puis c'est comme ça, après la première rencontre, avant 90, là, que j'ai commencé à y écrire, mais vraiment très candidement, là. Puis j'ai le sentiment qu'elle a commencé à m'écrire particulièrement parce que j'étais médecin, entre autres choses. C'était l'amorce de la correspondance. Mais c'est mon sentiment. Mais elle a commencé à m'écrire, puis moi, bien évidemment, je suis toujours trouvé que recevoir une lettre, c'est comme un cadeau, là. C'est rare qu'on reçoit des lettres. Puis j'ai eu dans ma vie quelques correspondances soutenues avec Claude Paradis, entre autres, qui continue. J'en ai une avec une amie là, qui s'appelle Véronique Gemme, une ancienne étudiante. C'est que c'est pour moi des cadeaux. C'est que moi, j'entretiens ces correspondances-là. C'est que quand elle m'écrivait, j'y répondais abondamment. Puis elle s'est mise à me répondre, en fait. Puis je ne l'ai pas croisée beaucoup, Geneviève. Hein. Je l'ai rencontrée à quelques soirées de poésie. J'ai fait lire quelques manuscrits, puis à quelques reprises, mais je me souviens pas combien de fois je suis allé chez elle. Elle m'a fait des commentaires, elle avait lu des textes. Mais je l'ai à peu près pas rencontrée in vivo, là. En dehors du monde des échanges épistolaires. Puis on s'est toujours vouvoyé par lettre. Ça, je trouve ça absolument adorable, ce vouvoiement par lettre. Ça ne met pas une distance si grande, mais il y a comme une espèce de respect. Puis cette fois-là au restaurant, c'était la première fois que tu la rencontrais? Oui, je l'avais lu. J'avais lu L'absente aiguë, où la mort était extravagante. Oui. Je me souviens plus ce que j'avais lu, mais je sais très bien que cette rencontre-là avait été extrêmement déterminante, parce que c'était évident pour nous qu'on avait affaire à une grande poète. Là. Mais c'est quelqu'un qui a un charisme aussi, ben, je sais un charisme tranquille, mais oui, elle a une...
Moi je l'ai entendu lire au début, mais elle a une façon de lire ces textes qui est... C'est ça. Mais le charisme, on s'attend toujours à ce que ce soit comme un preacher ou un politicien, là. Mais un charisme tranquille. Elle dégageait une énorme force émouvante ou émotive, je trouve. Sa voix, là, ça concordait bien avec ses textes. Puis moi, j'ai longtemps écouté une de ses cassettes qu'elle avait publiées au Norois, de ses textes, là. C'est remarquablement lu. Surtout pas sur le mode théâtral, là, mais avec beaucoup de véracité. Mais essentiellement, entre sa voix, ses textes, ses livres, sa vie. Puis moi, j'ai la chance. Moi, je trouve que j'ai toujours trouvé que 10 ans de correspondance avec Geneviève Amiot, c'est comme un trésor. Hein. Ben, c'est très proche de Je t'écrivais encore demain, je veux dire. Proche, oui. Mais moi, quand j'ai commencé à penser un jour à mettre ça en forme pour que ça puisse être lu par d'autres personnes que moi tout seul, là, parce que là, c'est des lettres manuscrites. Ce que je m'étais dit, c'est que son œuvre, à certains points de vue, est surtout pas facile d'accès. C'est pas facile de pénétrer dans Geneviève Amiot, parfois, comme il y a certains livres qui sont absolument... c'est pénétrable, là, mais il faut s'y attarder. Je t'écris encore demain, pour moi, c'est le livre quand même. Là. Peut-être parce que je recevais des lettres, là, mais en tout cas, il y a une certaine difficulté pour le commun du lecteur, le commun du mortel des lecteurs. Mais elles sont plus dures, c'est l'accent aigu, je pense. C'est ça. Mais ces lettres-là sont remarquablement plus simples. Il y a moins de condensation, mais ça révèle la même pensée, la même personne, avec les thèmes qui sont abordés dans ces recueils. En fait, il n'y a pas de distanciation ou de distorsion entre son œuvre poétique, ce qu'elle a publié, puis ce qu'elle m'écrivait. Mais je dis ça sans aucune prétention, c'est que j'ai l'impression d'avoir un trésor, mais aussi pédagogique. Il y a un élément de pédagogie là-dedans. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, que si ces lettres-là étaient lues par des étudiants ou des gens qui vont connaître Geneviève Amiot, les gens qui l'ont lu puis qui ont pénétré son œuvre, qui ont été pénétrés par son œuvre, je pense que là, ça peut leur apporter certains éléments supplémentaires de matériel poétique, parce qu'il y a des passages très poétiques, mais c'est jamais aussi intensément poétique que ce qu'elle a publié. Là. Il y a une grande condensation dans ce qu'elle a fait là, dans les publications. Mais je pense que ça nous permet de... C'est une porte plus grande ouverte à son univers intérieur, les lettres. Je vérifie si tout roule bien. Oui, ça roule bien. Puis, dans l'extrait que tu as lu, elle dit qu'elle apprécie que tu n'aies pas lu en faisant le pit, que ça donnait... que ça faisait une lecture authentique. C'était de la poésie authentique. C'est ça, c'est le mot qu'elle emploie, c'est authentique. Hein? Oui, vos poèmes sont ainsi d'authentiques poèmes. D'authentiques poèmes. C'était important, je pense, pour elle, l'authenticité. Elle-même, c'était une poète, une écrivaine, une personne extrêmement authentique, j'ai l'impression, parce que moi, je ne l'ai pas rencontré beaucoup non plus. Mais... je pense que c'est une voix poétique importante du Québec, là. Puis à mon sens, c'est pas une voix poétique moins importante que celle de Anne Hébert ou de Rina Lanier ou d'autres femmes poètes, là. C'est une voix d'extrême importance. Puis c'est une voix d'une grande originalité. Mais comme toutes les voix importantes, là, il y a... On peut peut-être parler d'authenticité en ce sens qu'il me semble, moi, pour l'avoir connue de façon épistolaire, pas dans la réalité de tous les jours, même que je l'ai à peu près jamais croisée beaucoup. Elle m'en a voulu que je n'aille pas la visiter à l'hôpital quand elle était tombée malade. Plein de monde sont allés la visiter, mais pas moi. Et elle était très choquée. En tout cas, il y a un élément de correspondance où elle était très, très fâchée que moi, comme médecin, je n'allais pas rendre visite à elle comme amie, poète et malade. Là, j'expliquais que moi, mes amis, puis les gens dont je suis proche, en général, ça me tue d'aller les visiter quand ils sont malades. C'est un paradoxe. Mais il y a sa plus grande authenticité, c'est probablement d'être fidèle entre ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a publié, ce qu'elle était. Il n'y a pas de distorsion non plus, là. Il n'y en a aucune. Mais avec les défauts puis les qualités aussi, avec l'ombre, puis l'éclat de sa vie, hein, ça se manifeste par la poésie. Oui. Surtout. En fait, je dis ça. Ouais. Si j'avais été son fils ou sa fille, là, peut-être que je dirais les choses différemment. Là, ça a été une mère extrêmement attentive. Mais dans son œuvre, on sent ça. Là. Il y a l'avant puis l'après-maternité aussi. Oui. Parce que je t'écris La mort est extravagante, puis le journal de l'année passée, elle n'a pas eu ses enfants encore. Je pense pas. Mais là, je ne connais pas assez bien son œuvre publiée. Je connais mieux ses lettres. Oui. Mais c'est vrai que
l'envie de la maternité, puis l'angoisse extrême de voir vieillir ses enfants, puis de cesser d'être la mère. En fait, dans ses lettres, il y a quelques thèmes qui reviennent souvent. Mais dans les choses les plus touchantes, pour moi, entre autres, qui a eu 4 enfants, puis qui a des enfants à peu près du même âge qu'elle, puis quand j'ai commencé à y écrire, là, ça fait quand même déjà 17 ans, là. Ça veut dire ça que ma fille, quand j'ai commencé à y écrire, ma fille avait seulement 1 an. Yes. En fait, j'ai commencé à y écrire, puis c'était l'année... je suis parti en expédition pendant 2 mois et demi en motoneige autour du Québec, là, l'année d'après. Mais donc, dans son rapport aux enfants, qu'est-ce que je disais? Non, je suis des enfants. Oui. Elle est extrêmement anxieuse de ne plus jouer ce rôle de mère maternante, celle qui fait faire les devoirs, puis celle qui attend ses enfants pour leur faire à manger, puis celle qui leur raconte des histoires. Puis il y a une partie d'elle qui est très, très, très maternelle. En fait, la fonction maternelle a pris une place importante dans sa vie, puis elle le manifeste dans son œuvre. En fait, s'il avait fallu qu'elle n'ait pas d'enfant, là, je ne sais pas ce qu'aurait été sa vie, là, mais ça... Puis elle le manifeste dans ses lettres. Elle parle de ça. Puis je pense que ce qu'elle dit, en substance, c'est que ses plus grands moments de bonheur, entre autres choses, ont été quand ses enfants étaient petits. Puis en les voyant grandir, elle avait l'impression de les perdre. Puis elle se perdait aussi là-dedans. Il y a quelque chose de très souffrant, là. Mais en fait, ce qu'elle dit aussi dans ses livres, c'est qu'elle manifeste, sans beaucoup de pudeur, là, une immense souffrance face aux aléas de l'existence, là. Puis quand elle est tombée malade, mais là, ça venait rien régler, là. Ben non, c'est ça. Et qu'est-ce qu'elle avait au juste? Comme J'ai jamais su, hein, c'est ça. Ben, en fait, Elle a l'air d'avoir traîné ça très longtemps. En fait, sans vouloir trop révéler de choses qui devraient rester secrètes là, à cause du... En fait, elle a eu une maladie démyélinisante, du genre... c'était pas une sclérose en plaques, là, mais c'est une maladie comme la sclérose en plaques. Là. Ça veut dire que c'est une maladie neurologique. Puis pour traiter cette maladie-là, pendant des années, elle a pris des médicaments qui ont diminué les symptômes sans jamais guérir complètement. Puis ensuite, il y a une autre maladie qui est venue la tuer. Là, mais elle a souffert d'une maladie démyélinisante, là, neurologique, pendant plusieurs années. Puis pendant de grands passages, là, de grandes périodes, dans les dernières années, elle ne pouvait pas écrire parce qu'elle était trop insensible, trop engourdie. Elle avait des difficultés techniques à écrire, ce qui était absolument terrible comme angoisse. Ben, comme... C'est la pire déchéance. Je veux dire, la déchéance la plus terrible pour un musicien, c'est d'être sourd, mais pour une écrivaine, être aveugle ou être incapable d'écrire avec un crayon de plomb, là. Oui, parce qu'elle elle m'avait dit, une des rares fois que je l'avais rencontrée, qu'elle écrivait au crayon de plomb. T'sais, donc, elle n'a jamais écrit à l'ordinateur. Je pense pas. Ben, peut-être que... Mais moi, toutes les lettres que j'ai reçues, sans exception, ont toutes été écrites au crayon de plomb. Elles sont toutes sur des pages lignées en général, là, avec une écriture très, très agréable à lire, là, mais très scolaire d'une certaine manière. Mais c'est une ancienne maîtresse d'école. Ben, je n'osais pas le dire. Mais en fait, dans les choses qu'elle a aimées intensément, là, elle a aimé s'occuper de ses enfants, comme s'occuper des petits-enfants. Puis pendant toute la période de correspondance avec elle, de 1990 à 2000, elle ne cessait pas de dire que là, elle avait été dans une école primaire, lire des textes à des enfants, lire des contes, faire du bricolage, qu'elle faisait du bénévolat, mais toujours auprès des enfants. Puis c'était en général des enfants du primaire. Puis elle recevait chez elle, des fois, des amis de ses enfants. Mais il y avait je pense que ça lui donnait une joie profonde, ce contact avec les enfants. Puis probablement que ça lui permettait de se laisser dans la vie qu'elle souhaitait, là. En contrepartie, l'angoisse qui était la sienne, là, puis qui l'a fait écrire, là, je pense, moi, elle le dit dans ses lettres, là. En fait, on a correspondu pour partager chacun, même si nos angoisses étaient différentes, là, nos difficultés face à l'existence, puis face à l'angoisse de l'existence elle-même. Moi, j'ai toujours trouvé, surtout les premières années, je comprenais pas pourquoi elle m'écrivait. Je me disais, ça n'a aucun bon sens qu'une écrivaine de cette qualité-là accepte de m'écrire. J'ai dit, je suis bien trop ticoune. Probablement que ce qui a plu aussi, c'est qu'il n'y avait pas de jeu ou que j'y réécrivais pas
parce que j'avais envie de devenir célèbre, mais par glamour, là. Il devait avoir assez de candeur que, là, elle me réécrivait. Puis aussi, il y avait, comme je l'ai dit, là, c'est un cadeau pour moi de recevoir des lettres en général. C'est la première chose que je fais le matin avant d'écrire autre chose. Là, en général, je réponds à mes correspondances. Oui. Puis, donc, au début, quand elle commence à écrire, en tout cas, dans les thèmes qu'on peut sortir de cette correspondance-là, il y a ce goût important de continuer à enseigner. Mais aux enfants. Oui. Comme il y a eu un moment où elle a voulu publier des contes de chiens. Ça a été pénible parce qu'elle a eu la difficulté pour la première fois de trouver un éditeur. Elle a fait des contes, mais c'était des contes pour enfants. C'est ça, mais ils ont été édités chez Trois, finalement, je pense. Je pense que oui, mais ça, je ne les ai pas lus. Mais ça l'a fait beaucoup souffrir de voir que ça tatouinait. Ben, je voudrais revenir sur le rapport au corps de Geneviève. Parce que moi, les premières fois que j'en ai entendu parler, c'était par ma professeure de lettres au cégep, c'était Claire Côté. Elle connaissait Geneviève Amiot personnellement un peu, puis elle m'avait parlé un peu de sa... Ben, ça a enseigné où, Claire Côté? À Lévis-Lauzon. OK. Et puis elle m'avait parlé un peu de sa condition physique. Puis après ça, Puis après, quand Geneviève Amiot est morte, je commençais à organiser des événements de poésie. Puis aux 2 premiers que j'organisais, je l'ai invité. Puis elle n'avait pas pu venir ni à un parce ni à l'autre. l'autre. Parce qu'elle était malade? Le premier, parce que quelqu'un d'autre était mort dans la famille. Puis le deuxième, oui, parce qu'il était malade. Puis le deuxième, c'était quelques mois avant qu'elle meure. Puis j'avais dit, c'est pas grave, je vais te réinviter l'année prochaine. Ah oui. Et puis c'est ça, après elle avait pleuré. Mais dans ses textes, même dans ses textes avant qu'elle ait ses enfants, il y a un rapport au corps qui est particulier. Puis après, ben, tu as le rapport au corps, tu as la maternité, mais tu as l'homme aussi. Dans Je t'écrirai encore demain, il y a un texte à un moment donné où ils partent dans la tempête de neige, ils font une sorte de rituel dans la tempête de neige, tu sais pas trop ce qui se passe. Puis c'est pour ça, moi, que quand j'ai fait la première édition du spectacle, puis là, ça, on le garde, je me suis dit, l'occasion est belle, c'est de travailler avec une danseuse, pour aller chercher ce rapport au corps-là. Puis encore, dans celui-là, il va y avoir une danseuse aussi. Dans le spectacle que tu prépares. Là. C'est ça, oui. Puis d'ailleurs, j'ai choisi Christian Leblanc, parce que Christian Leblanc, il gravite autour d'omnibus, ils font du théâtre corporel. Ils travaillent beaucoup avec le corps, et tout ça. Je trouve que c'est ça, cette relation au corps-là, je la trouve très importante dans l'œuvre de Geneviève, et elle va être très importante dans la réalisation du spectacle aussi. C'est pour ça que j'aimerais ça qu'on en parle un peu. Mais moi, je trouve ça bien intéressant que tu en parles, parce que tu vois, j'ai le sentiment, là, plusieurs années après l'arrêt de la correspondance, qu'elle m'a écrit pour bien des raisons. Puis moi, j'ai toujours été ravi, là, mais vraiment je me suis senti très privilégié d'avoir cette correspondance avec elle. Mais je pense que dès le point de départ et en cours de route toujours, elle s'est servi de mon rapport professionnel au monde comme médecin pour ce que je connais au corps. Puis il faudrait que je replonge dans son œuvre comme dans ses lettres, mais tu me révèles une chose dont j'ai jamais pris conscience de façon très précise, mais ça me semble tout à fait évident qu'il y a une partie importante de charnel. Elle a été capable de préciser de façon charnelle. Il y a un rapport au corps particulier qu'elle manifeste dans sa poésie que peu d'êtres manifestent. Il me semble que dès le point de départ dans ses lettres, elle manifestait une immense difficulté avec son corps. En tout cas, il n'y a pas quelque chose de léger au point de départ. Il y a un corps toujours omniprésent qui ne fonctionne pas comme elle le voudrait, qui n'est pas aussi éthéré que son esprit, et qui ne voyage pas en tout cas de la même façon. Éthéré, c'est pas le bon mot, mais qui ne voyage pas de la même façon que son esprit. Il y a une distorsion entre le corps et l'esprit. Puis j'ai l'impression qu'elle me laissait parler sans jamais me préciser les choses. Mais autour de la maladie, comme je me souviendrai tout le temps, elle m'avait appelé, elle ne m'a pas appelé souvent, pour me parler de certains symptômes quand elle a commencé à être engourdie. Puis comme moi, j'ai jailli profondément de la maladie, j'ai toujours envie de dire au monde qui ont des symptômes trop vagues, ben c'est probablement de l'anxiété plus que d'autres choses. C'est souvent comme ça, les symptômes d'engourdissement au niveau des mains, là, mais ça s'est malheureusement avéré une maladie physique et non pas des symptômes psychosomatiques. Là. Puis, mais
ça a été extrêmement difficile. C'est jamais drôle d'être malade. Cette maladie-là a fini par la tuer d'une certaine manière, mais sans vouloir trop infini, puis c'est délicat ce que je vais dire, mais c'est comme si la maladie l'avait encore plus liée à cette préoccupation qu'elle avait du corps. C'est que j'imagine qu'il y a quelque chose de pas anodin de la part de quelqu'un qui veut faire un spectacle sur l'œuvre ou sur une partie de l'œuvre de Geneviève Amioux en se préoccupant du corps. Mais là où je trouve ça fascinant, c'est que c'est le corps malade et non pas le corps jubilatoire, là, 19 ans, là, follement en santé, là, tout nu, là, qui est capable de dormir 2 heures. Là. Il y a un rapport très... C'est le corps fonctionnel aussi. C'est le corps malade, oui, mais c'est le corps qui a fait des enfants. C'est le corps... c'est tout ce corps-là. Ça, tu vois, moi, je l'ai moins senti là, dans les premières pages, là, les premières années de correspondance. Puis, en fait, je dois avouer là, que je l'ai connu bien mieux grâce à cette correspondance-là que par la lecture. Il faudrait que je relise La mort était extravagante ou certains textes pour mieux comprendre quel pouvait être son rapport au corps. Mais j'ai conscience, par exemple, que elle a un langage poétique qui est directement connecté, en tout cas qui est très souvent connecté aux manifestations du corps, au corporel. Puis que sûrement que autour de l'enfantement, il y a quelque chose de plus jubilatoire, de quelque chose de plus épanoui, mais qu'après ça, il y a quelque chose de très anxieux. En fait, et là, c'est pas facile de parler comme ça parce que je veux pas révéler des choses qui... En fait, c'est toujours complexe si on est médecin puis qu'on reçoit des lettres, de faire la part des choses entre le médecin, l'ami, le poète, le confident, puis aussi le soignant. Là. Et comme les lettres ne sont pas publiées encore, quand elles vont l'être, puis qu'il va y avoir une sélection aussi, là, on va savoir, on va pouvoir parler des lettres publiées. Oui, c'est ça, mais ce que je peux dire, c'est que moi, je recevais ça, comme quelqu'un qui aime écrire des lettres, comme poète, comme littéraire, mais aussi, il y avait des choses plus précises parfois dans ce qui arrivait là autour de... Après la maladie, dans certains moments de grande maladie, lorsqu'elle avait été hospitalisée. Puis, un peu bêtement, j'avais le sentiment que... Mais ça fait partie des grandes interrogations qu'on peut avoir sur la maladie. À force d'être dans une possible maladie, à force d'être dans un rapport anxieux au corps, c'est à se demander si, d'une façon ou d'une autre, on n'est pas maître, d'une certaine manière, de cette entrée dans la maladie. C'est pas simple ce que je dis là. C'est comme, je vais prendre un exemple, comme moi, j'aime le monde de l'aventure en nature, je fais beaucoup de canots, des grandes expéditions, j'aime le monde très... côtoyer la nature sur un mode très viril et très dangereux. J'ai jamais été téméraire jusqu'à maintenant, c'est probablement pour ça que je suis pas mort. Mais à force d'être en contact régulier avec les dangers de la haute montagne ou de la toundra ou du blizzard ou des déserts ou de la mer ou des rivières, c'est comme impossible qu'un jour je me pète pas la fiole comme il faut. Il y a un rapport à force de côtoyer le danger, mais on le côtoie parce qu'on est fasciné par le danger. Je prends ça comme exemple là, parce que je mets danger, mais je pourrais mettre maladie. Tu me suis? Oui. J'aime mieux autant parler de moi là, que de transposer ça auprès de quelqu'un que j'admire trop. Là. Mais à force d'être dans ce rapport particulier au corps ou à la maladie ou au danger ou à l'aventure, on sent qu'il y a un moment où on peut glisser. Parce c'est comme si... c'est surtout pas le cas de Geneviève. Là. Quand quelqu'un est de façon omniprésente, troublé par la folie, quand c'est une préoccupation consciente ou inconsciente qui dure, il faut en général s'attendre à ce qu'il y ait un contact avec la folie. Mais je trouve ça fascinant comme d'y réfléchir, là, mais en fait c'est tout notre rapport à la vie, au danger, à la maladie et à la mort. Mais en tout cas... Mais j'essaie d'être délicat dans ce que je dis, là. Non, ça va, c'est parfait. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les lettres? Ben moi, je trouve que ce qui est remarquablement réussi dans les thèmes, là, c'est surtout bien plus que des descriptions. Mais quand il parle de la nature, comme il y a quelques thèmes naturels qui reviennent, comme son amour des certains animaux, les chiens, évidemment, les oies blanches, les grands oiseaux,
Les fleurs, entre autres, il y a quelques pages sur les épervières. Moi, je me suis mis à écrire en réponse à ces lettres sur les épervières parce qu'elle parle des épervières remarquablement. Et je pense pas que ça a été publié, ça. Puis son rapport au fleuve aussi, son attachement au fleuve, au mari, parce qu'elle vivait près du fleuve. Ça, il y a un amour réel et d'une grande intensité aux forces de la nature. Puis, essentiellement, je pense qu'elle va regretter toute sa vie de ne pas avoir vécu plus en totale nature. Comme elle était très... Moi aussi, ça, on partageait ça. Moi, jaillit profondément le bruit, là. Le bruit des moteurs, entre autres, là. Puis elle aussi, je me souviens que pendant quelques années, on a correspondu parce qu'on était... Moi, je restais à Sainte-Foy, à mon corps défendant, là, puis elle demeurait près de Lévis. Puis il y avait des avions qui faisaient faire des tours guidés à des touristes, mais des monomoteurs qui partaient du lac Saint-Augustin. Et pour moi, c'était le bruit le plus horrible qu'il ne pouvait pas y avoir. Puis pour elle aussi, ça me rassurait. C'est la seule, dans tous mes amis, dans tous les correspondants, c'est la seule personne qui, me semble-t-il, m'a compris dans cette espèce d'agacement, mais c'est plus qu'un agacement, là, j'en pouvais plus d'entendre ces bruits de moteurs d'avion. C'est que tous les deux, pendant plusieurs lettres, on n'était pas tendre envers les avions de touristes, parce qu'ils passaient au-dessus de chez moi, puis ils passaient au-dessus de chez elle. Ça revient. Ça, Puis après ça, ben, il y a tout son univers de mère autour de ses souvenirs d'enfantement, autour des petits-enfants, son amour pour les enfants, puis autour de la perte des enfants qui cessent d'être petits. En même temps, j'ai l'impression qu'elle empruntait un vocabulaire enfantin un peu, parce que je me souviens d'un texte, ça parle des glaces qui se rompent sur le fleuve, puis elle disait là que le fleuve lâche ses mottes. Ça parlait des mottes. Puis elle avait un vocabulaire, puis moi, là, elle n'a jamais fait partie d'aucune mode. Je la décris toujours comme étant très singulière, puis unique. Il y avait personne, elle écrivait comme personne écrivait comme elle, personne écrit comme elle. Mais elle avait une façon d'utiliser les mots, tu sais, c'est ça, ce vocabulaire-là. Là. Puis une façon, des fois, elle n'a jamais essayé de faire beau non plus. Ben, c'est probablement ce qui montre. Le fleuve lâche ses mottes. Oh, ouais. C'est pas. Mais en fait, tu penses que déjà d'emblée, elle avait un énorme talent, là, puis elle savait déjà que c'était beau. Donc, il n'y a jamais cette prétention de vouloir faire beau. Ça montre la qualité première de son écriture. Là, je peux peut-être prendre une gage au hasard. Là. C'est fou parce que au hasard, n'importe quelle lettre, là, je vais essayer de trouver une date précise, mais n'importe quelle lettre, c'est toujours la même qualité. Tu vas voir. Je trouve un passage où elle parle plus de la nature, là, ou du fleuve. Là. Elle parle à peu près régulièrement, elle parle du fleuve. Là, tu vois, elle parle des bulletins scolaires, puis du rapport à l'école, puis à l'enseignement, puis à l'éducation, puis aux enfants. Non, ça, les bulletins scolaires. Dimanche le 20 mars 1994, très cher Jean Désy. C'est inouï les rêves, ce flot d'images qui s'écrivent toutes seules. Je le vois, ce fils décharné, comme je le vois, et je le berce aussi, et je vous le donne, moi, votre diplôme de scout, comme on a donné hier à mon grand sa médaille de bronze avec moultes éloges. J'étais très impressionné, je lui ai fait une sorte de fête, un souper spécial avec toutes mes félicitations. Il a trouvé que j'exagérais un peu, enfin. Le bulletin scolaire a aussi été très bon, ainsi que les commentaires des profs. Et la même chose pour la petite, la trop grande petite en préadolescence déjà, qui ne veut plus de bus avant, et qui ne veut plus de bec avant de s'endormir, ni autrement, ni d'étreinte, ni de bras qui fait venir le dodo. Je n'avais pas réalisé à quel point nous avions encore une grande intimité physique. C'est comme une scie tout à coup qui viendrait de passer entre son corps et le mien, et mon corps ne comprend pas, mon corps cherche, s'ennuie, appelle. Mes fruits se détachent, c'est la vie, et il se détache bien, mais cela ne va pas sans douleur. Je le lui ai dit, c'est normal, c'est correct, mais ce qui est normal nous fait quand même de la peine. La mort, par exemple, je lui ai dit que nous allions désormais nous aimer autrement. Elle était un peu mal à l'aise, mais elle n'est pas revenue en arrière. Une fille magnifique, autonome et dynamique, m'a dit le prof. Je m'en remets donc à elle à 16 heures. Je continue à m'en remettre aussi à la poésie. Là, c'est d'autant plus que jamais, je ne suis pas capable de lire le mot, me disant qu'au-delà de cette affaire, je deviendrai sans doute écrivain.
Je lis aussi des ouvrages de psy sous la direction ces temps-ci d'un précieux ami. Que cela m'éclaire et me réconforte parfois, me rentre dedans avec une violence sans pitié. Et cela me donne espoir, de grands espoirs malgré les rechutes. Il y a des rechutes aussi du côté de l'espoir, vous le savez, et les miennes en sont de sérieuses. C'est fou, hein, Ça va être un livre magnifique, ça. Ben, en tout cas, mais t'imagines-tu la force de ces... Non, c'est ça. Puis en même temps, je pense que tu vas être d'accord, parce que tu as lu Geneviève Amiot, c'est comme si c'est elle, très poétiquement, mais avec assez de prose pour que ça soit simple à comprendre. Oui. Dans plusieurs livres, il y a une espèce de condensation qui fait que là, bang! Mais quel cadeau, hein? Puis les thèmes, là, puis cette description là, du détachement de sa fille, puis avec la sensation de l'immense souffrance là, de la mère qui perd le petit enfant, là, mais qui est tout amour. Hein, je veux dire, en fait, finalement... Mais encore, c'est ça, c'est le corps fusionnel. C'est comme si une scie passait entre mon corps et le sien. Ouais, t'as raison. C'est ça. Ouais. Mais tu vois, c'est... Je perds mes fruits, là. Oui, j'arrive pas à pas voir les ovaires. Tout à fait. Quand si on retourne en arrière, là, c'est fou, hein? Comme ça, c'est au hasard, là, c'est même pas... Lévis, mercredi, le 20 septembre 92. Très cher Jean Désy. Dernier jour de septembre, ce matin, j'ai relu mon journal à partir du 1er août et relu pour me mettre mieux à la suite, pour me prendre un peu par la main et me dire « Voilà à peu près ce que fut. Résumons encore. Attachons, éclairons, possédons, même en retard, continuons. » Et puis j'ai trouvé ceci. Nos vies comme matière à écrit, nos vies comme matière à récit, je voudrais que ma vie soit autre chose qu'une matière à récit. Quand j'avais ma fille au ventre, mon fils à la main, je n'écrivais pas du tout. Ma vie était une affaire complète qui n'avait pas besoin de son propre récit pour se savoir, se supporter, s'avancer. C'est quand Olivier est parti pour l'école que la nécessité d'écrire m'a reprise. Avec ça, je n'ai pas encore entrepris qu'as-tu connu au juste de l'amour. Et puis, je viens de recevoir une commande de petits textes d'initiation à la lecture pour des marathons de lecture dans les écoles primaires organisées par et au profit de l'Association canadienne de la sclérose en plaques. Ça, c'était en 92. J'ai une grande amie atteinte de cette maladie et un ami de jeunesse qui en est mort dernièrement à 50 ans. Cet homme que j'avais connu obèse, très très obèse, avait dans son cercueil des mains qui m'ont paru presque aussi petites que celles de ma fille. J'ai dit oui pour les textes, je vais pouvoir faire ma grande farfelue. Tout à fait oui. Parfois je sais et je dis clairement oui. Oui, Jean Désy, je vous écrirai encore et encore. Oui, ma belle, nous continuerons ce soir dans la comtesse de Ségur pour ce qui est des calendriers. Elle dit qu'elle en a vendu 10 à la date. Est-ce que je m'éparpille dans toutes ces petites écritures à gauche et à droite? Est-ce que je ne devrais pas plutôt me concentrer sur un livre après l'autre, comme je l'ai conseillé l'hiver dernier, comme me l'a conseillé l'hiver dernier Olivier, qui voudrait bien que je fasse un peu d'argent avec ça, tout au moins pour des docs et un ordinateur. J'essaie de vivre. Pour les docs, je vais faire mon possible. Pour le reste, tant pis si mon nom n'est pas souvent dans le journal. Dernier jour de septembre, il neige. Envoyez-moi encore, je vous prie, de tels poèmes de silence et d'esprit. Quelque chose là m'attire merveilleusement, quelque chose là est précieusement mon lieu, ma quête. Il ne faut pas croire qu'une cuisine soit à ce point une cuisine. Je vous embrasse. Écrivez-moi, Geneviève Amiot. Puis là, il y a un jour, ce monde sera beau et nous peindrons sur nos portes la révolte a vaincu le silence, que Dieu ne vienne. Puis c'est Jacques Bertin que je recommande à écouter maintenant que je suis sorti du trou. Elle avait cité Jacques Bertin, je pensais que c'est un de ses poèmes. Là. C'est vrai, c'est incroyable. Mais c'est assez troublant, je dois dire. Il faut pas croire qu'une cuisine soit à ce point une cuisine. Ça, là. Je dis ça, Christian. Faut pas croire qu'une cuisine soit à ce point une cuisine. On pourrait faire une cuisine, mais c'est ça, là, que tu connu de l'amour, là, c'est dans Je t'écrirai encore demain, c'est son titre de travail. Ouais. C'est à cause de toi qui s'appelle Je t'écrirai encore demain. Non, c'est pas moi. Je pense que j'ai jamais senti 2 secondes que j'avais rapport à ça. Non, oui, mais en même temps. Mais moi, depuis ce temps-là, quand j'écris à des gens, là, je finis souvent mes lettres avec Je t'écrirai encore demain. C'est intéressant, cette simplicité.
puis en même temps cette force avec Je t'écris encore demain. C'est remarquable, hein? C'est très... oui. C'est remarquable parce que là, je veux dire... T'sais, on embarque dans chaque lettre, c'est terrible. Ah oui, c'est vraiment pas des niaiseries, là. Non. C'est ça qu'il faudrait lire en show. Si jamais... S'il y avait quelque chose à... Parce que le spectacle, là, c'est mon texte qui est écrit inspiré de l'ensemble de l'œuvre, des bouts de Je t'écris. Surtout La mort était extravagante, le journal de l'année passée, Je t'écrirai encore demain, Petite fin du monde. C'est bon, ça, les petites fins du monde. Oui. Mais ça, c'est claque ta gueule. Corps d'atelier. Le corps d'atelier, ça, c'est très, très... Ça, c'est probablement le livre le plus proche de cette préoccupation du corps. Ben oui. Puis, Christian se demandait si on n'allait pas intégrer des textes de Geneviève Amiot, tout ça, mais c'est les lettres, ce serait vraiment... Parce qu'on entre tout de suite dans son univers. C'est ça, il n'y a pas de filtre. Non, il n'y a pas de filtre. Tu rentres dedans, là, Olivier a fait ci. Puis tu sais, un nom, là, ça a une force. Ben oui. Ben oui. Olivier veut des docs. Tu dis... Puis dans les choses qui la fatiguaient, là, c'est... Mais moi, ça me touchait beaucoup, là, cette espèce d'incapacité de réussir à vivre de l'écriture, là, de cette espèce de pauvreté obligatoire à écrire. Là. Il y avait quelque chose de détestable. Là. Puis ça conditionnait surtout pas son écriture, mais ça la tannait, cette espèce d'incessante pauvreté avec les droits d'auteur qui venaient, je veux dire, il y a quelque chose de plate là-dedans. Là. Elle aurait aimé, parce que c'est ce qu'elle faisait en dehors de son rôle de mère de famille, là, écrire. Moi, elle m'avait dit une fois qu'elle voulait écrire, parce que c'est ce qu'elle voulait faire dans la vie, puis qu'elle avait tout lâché parce que c'était une baisse. Ah oui? Elle a dit ça en riant. Dans une lecture, elle a beaucoup aimé le quartier. Peux-tu t'en lire un autre? Oui. Lac-Saint-Jean, île du notaire, 26 juillet. Ça devait être en 91. Bonjour Jean-Désir. Excusez ce petit silence, j'ai filé un mauvais coton. Quelle drôle d'expression, hein? Je devrais plutôt dire que j'ai essayé de continuer à filer en l'absence même du coton, enfin. Et puis, il y a beaucoup de va-et-vient, de la visite, quoi. Et un terrible retour en Beauce pour les funérailles de la petite Isabelle, 13 ans, la deuxième blonde d'Olivier, selon sa propre expression. Ils se déshabillaient tous les deux, disaient qu'il s'agissait de l'amour, se roulaient sur le lit en riant, puis venaient courir autour de moi, parfaits dans leur nudité, beaux comme des dieux. La petite Isabelle a claqué en quelques semaines à peine, leucémie. Ces histoires-là, ça n'a pas d'allure, je les prends personnelles, c'est-à-dire pas du tout. Ça ne passe pas, et puis la douleur de ces gens, le père, la mère, le frère, 3 blocs de douleur, 3 blocs de solitude malgré la foule, 3 coups livrés raides à l'intolérable. J'ai étreint cette mère en pleurant avec elle et nous avons dit ensemble que cela n'était pas croyable, mais cela est. Et maintenant, la petite Isabelle est en terre. Comment peut-on mettre en terre le corps d'une petite fille de 13 ans au bord de son premier sang? Une petite fille morte d'un défaut soudain de son sang, au bord extrême de grandir, comment peut-on vivre pareil déchirement, pareille absurdité? Ces histoires me foutent une de ces frousses, mais une de ces frousses à n'en pas dormir, à embrasser ma fille malgré moi au petit matin pour vérifier ce sommeil qui me semble trop calme tout à coup. On n'est jamais sûr de rien. Je ne m'arrangerai jamais avec la précarité. Je ne m'arrangerai jamais avec cet enfant mort en moi avant terme il y a si longtemps, et qui continue malgré tout à marcher, à manger, à pleurer, à parler parfois, et qui n'arrive pas à trouver la paix. Je suis un temps jumeau et solitaire. Je suis un lieu de pollen et de cendres. Puis ça, c'est G. L. Je relis ces jours-ci, relis et relis encore pour arriver à satiété, l'ode au Saint-Laurent, et j'appartiens à la terre. Vous parliez dans une de vos lettres de votre attachement charnel au fleuve, de votre difficulté à le dire. J'ai fait pour ma part le printemps dernier un petit texte rivé au fleuve.
vue de ma fenêtre de cuisine, c'est-à-dire du dessus de mon plat à vaisselle, un petit texte accompli très lentement, mais dans une grande intensité, et tout au long, je me demandais qu'est-ce donc qu'il en avait dit Gatien Lapointe dans ce livre qui m'avait à l'époque si merveilleusement transporté. J'y suis donc revenu une fois mes propres textes, mes propres petites pages bien terminées, et ce livre me transporte encore autant. Il y est en fait beaucoup plus question de terre et de chair que de fleuve, et je dois dire que je m'identifie moins à 46 ans à ces humeurs magnifiques de commencement du monde. Mais Olivier lit actuellement tout ce qui lui tombe sur la main de littérature sur la survie en forêt, alors à son tour. Il est actuellement en canot avec son père sur la rivière à Chamouchouane. Je les regarde de la fenêtre du chalet du grand-père, bâti sur l'île du notaire, propriété acquise par l'arrière-grand-père au moment de la colonisation, pour quelques centaines de dollars, tout juste une couple, si je me souviens bien. Nous y venons tous les étés, vivre quelques jours en sauvage solitaire. Il y a 2 cabanes en tout sur l'île, qui fait presque 1 mille de long, et tout autour la rivière est propre, et de l'autre côté la forêt. La forêt, absolument personne, un petit avion de temps en temps, et des bancs de sable, d'immenses bancs de sable pour le ravissement de cette fille qui pousse comme un arbre blond, mais qui peut regarder un arbre sans rougir. Ça, c'est tiré de Gatien Lapointe encore. Merci de ce beau texte de Saint-Jean-de-Perse qui fut longtemps un de mes auteurs de chevet et que vous me donnez l'idée de relire, mais que je n'aimerai pas aux îles de la Madeleine, et que je n'amènerai pas aux îles de la Madeleine où nous serons les 2 premières semaines du mois d'août. J'avais presque oublié Saint-Jean-de-Perse. Quel est donc ce besoin de tout reprendre pour notre propre compte et malgré la minceur de nos moyens, mais qu'importe au fond la minceur de nos moyens puisque nous y sommes et qu'une certaine dignité importe, bien à vous, Xavier Ramio. C'est bon, hein? Oui. Tout blanc. C'est vraiment... Mais c'est comme ça, toute la correspondance est de cet ordre-là. Il n'y a pas de variation dans la qualité, ni dans le ton, ni dans l'intensité, ni dans le style. C'est fou l'uniformité. Il y a des grands arrêts, mais quand elle était malade. Est-ce qu'Isabelle en a des... a tout ça, mais retapé, elle? Oui. Oui, tout a été tapé. Tout est tapé. Oui. Faut que j'en parle à Christian. En tout cas, c'est sur ordinateur. Là. Moi, je l'ai en mémoire. Là. Je peux t'envoyer des portions. En tout cas, si ça peut te servir, c'est certain que moi, un de mes buts, c'est certain, c'est de faire en sorte que cette œuvre-là vive. Là, s'il y a, on ne sait pas ce que la comédienne va dire, mais si elle avait une chose à dire, ce serait ces lettres-là. Je veux dire, elles sont incroyables. Puis je trouve que le fait que ce soit épistolaire, ça rajoute un lien avec le réel. J'ai la sensation que Christian, parce que moi, la mise en scène que j'ai faite en 2005, c'était très onirique, un peu éthéré. C'était sur une Geneviève Amiot fantasmée, vraiment. J'ai la sensation que Christian l'a vu, cette version-là. Je l'avais invité. Je venais juste de le découvrir comme metteur en scène, une jeune metteur en scène. J'ai l'impression, le monde du Christian le sait lui-même, mais moi j'ai l'impression qu'il veut faire quelque chose qui est plus en lien avec le réel, c'est plus arrimé. Autour de Geneviève Amiot. C'est ça. C'est pour ça que je fais ça. Mais c'est ça, ces lettres-là, justement, ça rime dans le réel. Mais ce que j'ai envie de te dire, là, et là, il faut que je sois délicat pour Isabelle parce qu'elle a tout lu. Mm-hmm. Puis là, son projet avance et elle y va avec enthousiasme. Ben oui. Puis ce que je te propose, puis je vois vraiment pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Comme elle a tout lu, oui. Tandis que moi, j'ai pas tout lu depuis longtemps. Oui. Si tu précisais dans quel environnement tu voudrais avoir certaines lettres, tu te sauverais 500 pages de lecture. Ah, c'est ça. Puis probablement qu'elle pourrait sortir des extraits ou des lettres qui iraient plus dans le sens de ce que tu as envie de faire. Mais en même temps, il faut qu'elle s'assure, elle, qu'il n'y a pas une espèce de dédoublement. Là. Mais non, c'est certain qu'en préparation, elle veut publier autour de certains thèmes la correspondance, pas seulement les lettres de Geneviève. Moi, je suis ravi. Là. Au point de départ, moi, je pensais que mon apport était trop insignifiant. Mais
autour d'un spectacle, si tu avais besoin de matériel provenant de Geneviève. Oui, c'est ça, je vais appeler Isabelle. Je parlerai à Isabelle en C'est disant, ça. là, puis là, elle pourrait te sortir, comme elle a tout ça sur ordinateur, là, puis à ce moment-là, ça accélérait le processus de tri. C'est que si tu as besoin de ce qui touche à l'univers du fleuve ou de la maladie, parce que je pense qu'elle elle a déjà décortiqué le matériel autour de certains thèmes. Je vais l'appeler. Puis autrement, c'est ça. Autrement, moi, ça me fera plaisir de collaborer à ça à n'importe quel moment. Là. Mais d'une certaine manière, là, parce que là, c'est comme si moi, je suis trop proche. Mhm. En fait, si c'était seulement l'œuvre de Geneviève, là, moi, si ça n'existait pas le projet de correspondance, mais je suis débarrassé du fait de devoir choisir ce que moi j'ai fait puis ce que Geneviève fait. Que quelqu'un d'autre, que la qualité d'Isabelle fasse ça, moi je suis ravi. Mhm. Puis en même temps, ben là, il y a 1000 buts qui sont poursuivis. Puis là, je suis d'autant plus ravi là, qu'elle veut, elle trouve son profit aussi à mes propres lettres. Ah, Mais fantastique. de quoi ça va avoir l'air? Mais en tout cas, c'est ses choix à elle. Mais moi, mes lettres, les miennes, moi, j'ai toujours été bien plus gêné. Moi, ça me gêne pas de lire ça. En fait, ça m'est pas arrivé très, très souvent, là, mais le sentiment que j'ai tout le temps eu, d'images et de lettres, c'est de qui ça? C'est que c'est des poèmes, hein? Mhm. Je vais en filmer quelques-unes, juste pour voir l'écriture, son écriture.